Pas de visa américain pour Yasser Arafat qui doit renoncer à son discours à la tribune des Nations Unies. Réprobation unanime des pays arabes, la France demande à Washington de reconsidérer sa position. 10 millions d'habitants de la région parisienne suspendus au résultat de la négociation à la RATP qui pour l'instant demeure dans l'impasse. Dans ce cas, le trafic du RER sera interrompu demain lundi. L'Europe de la terre, après les entreprises, l'immobilier, des agriculteurs étrangers viennent s'installer en France pour y travailler, un phénomène qui prend de l'ampleur. Enquête dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'information qui domine très nettement l'actualité de ce dimanche a pour origine Washington, où le gouvernement américain a refusé un visa d'entrée sur le territoire américain au président de l'OLP, des Palestiniens de l'OLP, Yasser Arafat, qui voulait venir le 1er décembre prochain expliquer sa politique à la tribune des Nations Unies à New York. Un geste qu'il avait déjà fait, souvenez-vous, pour la première fois en 1974 et qu'il entendait donc renouveler pour commenter la décision récemment prise par l'OLP de proclamer un État palestinien indépendant, reconnaissant implicitement l'existence de l'État d'Israël et peut-être annoncer un certain nombre d'autres initiatives diplomatiques. Les États-Unis ne l'ont pas voulu, donc se rangeant malgré la désapprobation générale des pays arabes à l'avis aux côtés d'Israël qui considère toujours Yasser Arafat comme le chef d'une organisation qui compte parmi ses responsables de premier plan des terroristes. Et puis ce soir, donc, la France vient de demander officiellement aux États-Unis de reconsidérer leur position. Patricia Coste. Yasser Arafat, aux Nations Unies à New York, c'était il y a 14 ans. Depuis, le leader de la centrale palestinienne n'y est jamais reparu. Il comptait bien y faire un retour triomphal la semaine prochaine. Ce sera non. Un communiqué du département d'État remis par George Shultz est tombé. Le gouvernement américain détient des preuves selon lesquelles des éléments de l'OLP ont participé à des actions terroristes contre des Américains et d'autres personnes. Par exemple, la présence d'Abou Abbas lors du dernier Conseil national palestinien, inculpé par la justice italienne du meurtre d'un citoyen américain, Léon Klinghoffer. En tant que président de l'OLP, M. Arafat est responsable de ces organisations. Une sérieuse bataille juridique s'annonce. L'ONU, organisme international, devrait être en droit de recevoir un de ses membres, même s'il n'est là qu'en qualité d'observateur. George Shultz répond que les États-Unis ont le droit d'interdire l'entrée de leur territoire à ceux qui représentent une menace pour leur sécurité en vertu des accords du siège des Nations Unies. Réplique des Palestiniens par l'intermédiaire de Bassam Abou Sharif, directeur politique de l'OLP, tenons la session des Nations Unies à Genève. Les Palestiniens sont déjà appuyés par l'Égypte, la Jordanie et la Libye. La réponse revient maintenant au secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuéllar, qui doit maintenant consulter les pays membres. Yasser Arafat, qui était reçu aujourd'hui par le roi de Jordanie, a laissé entendre qu'il avait, lui, une explication. Quant à la décision des États-Unis, il a implicitement accusé la Syrie d'avoir commandité et programmé des attentats en Europe au moment où il aurait dû s'adresser aux Nations Unies. Quoi qu'il en soit, le leader de l'OLP devra encore batailler ferme pour transformer en gain politique les récents succès diplomatiques du dernier Conseil palestinien à Alger. La question ce soir est bien entendu d'essayer de comprendre pourquoi les États-Unis ont pris cette décision brutale alors que les dernières prises de position de l'OLP allaient plutôt dans le sens d'une volonté de négociation politique, notamment en reconnaissant implicitement l'existence d'Israël à la dernière réunion tenue par les Palestiniens à Alger. Commentaire de Pierre Serra. Écoutez, effectivement, c'est une décision qui est contradictoire parce qu'elle est à la fois, elle n'est pas étonnante, et puis en même temps, elle est surprenante. Alors, elle n'est pas étonnante parce qu'on vient de le voir, effectivement, d'abord, c'est connu, Yasser Arafat et son organisation ne bénéficient pas de la sympathie de l'administration américaine. Et puis parce que, on vient de le dire encore, il y avait à Alger, au premier rang du CNP, des gens notoirement connus pour avoir participé, sinon organisé des actes terroristes meurtriers. Alors ça, c'est pas admissible, c'est difficilement acceptable en tout cas. Mais en même temps, ça n'améliore pas l'image de l'OLP, donc la sympathie que l'administration américaine pourrait avoir pour Yasser Arafat. Donc, c'est pas étonnant. Mais en même temps, c'est surprenant parce que malgré tout cela, eh bien, le département d'État, au moment du Conseil national palestinien, sans approuver la création de l'État proclamé, avait quand même réagi favorablement aux décisions prises à Alger, les qualifiant de pas dans la bonne direction. Et la décision américaine ce soir pourrait laisser entendre que finalement cette bonne direction, eh ben, ne mène nulle part. C'est ça qui est embêtant. Et puis, troisième chose, c'est une décision finalement qui est à la fois, en tout cas choquante, et qui est aussi grave parce que les Nations Unies, on vient de le dire encore, sont une organisation internationale. Le fait que le siège se trouve à New York
ne devrait pas permettre aux Américains d'interdire à qui que ce soit d'aller y plaider sa cause, d'autant plus que l'OLP y a un statut d'observateur. Alors ce qu'on peut espérer, c'est que finalement, il peut s'agir effectivement de la dernière décision de l'administration américaine, il peut s'agir d'une façon de lier les mains de l'administration entrante avec George Bush, mais en même temps, on peut espérer que peut-être un jour, grâce à l'appui de la France dont vous venez de parler, eh bien les choses iront mieux. Merci Pierre. Très loin de nous, c'est un paradoxe, le premier titre de l'actualité française, avec le début des visites ministérielles en Nouvelle-Calédonie pour mettre en place les décisions prises par le gouvernement et approuvées par les Français par voie de référendum. Cette semaine, c'est le ministre de l'Éducation nationale, M. Lionel Jospin, qui est sur place pour comprendre les besoins en enseignants, en hommes donc, et en installation du territoire calédonien. Et bien entendu, ce n'est pas simplement une visite technique, la politique est omniprésente. Dominique Laury et Mémailleul. La fête dans la brousse. Jean-Marie Djibaou, le leader du FLNKS et maire de Yengen, a fait appel pour recevoir le ministre de l'Éducation nationale à toutes les ressources de la tradition mélanésienne. Un accueil qui permet à Lionel Jospin d'évoquer le climat politique. Moi qui vous ai rencontré dans des moments de violence, de déchirement, de tumulte, de combat peut-être aussi et d'espoir, mais souvent de tristesse, heureux de vous retrouver en terre calédonienne, alors que, à l'engrenage qui semblait irrésistible de la violence et de la haine, succède peut-être une autre logique, une autre tentation, un autre chemin qui est celui de la paix, celui de la fraternité. Si le ministre rappelle aux enseignants le plan éducatif pour la Nouvelle-Calédonie, Jean-Marie Djibaou, pour sa part, affirme que le gouvernement doit aller plus vite afin que les enfants de la brousse aient les mêmes chances que ceux de Nouméa. Des déclarations où l'éducation et la politique sont adroitement mêlées. Moi, je reçois le ministre de l'Éducation nationale. Et je suis heureux qu'il ait compétence de ministre d'État, parce que s'il annonce quelque chose, c'est peut-être plus... Il y a plus de chances que ça se concrétise. Bref, une rencontre qui confirme l'impression première. Lionel Jospin est venu certes en Nouvelle-Calédonie pour mettre en place les premières décisions en matière d'éducation, mais également et peut-être surtout afin de mesurer sur le terrain l'importance du changement survenu après les accords Matignon. Social, les négociations se poursuivent à la RATP, mais pour l'instant elles sont bloquées. Le médiateur nommé par le ministre des Transports n'est pas encore parvenu à concilier les points de vue différents. Dans ces conditions, pour demain, les 10 millions d'habitants de la région parisienne seront privés des lignes A et B du RER. Des services d'autobus seront mis en place. Le point, Ève Mettet, François Landesman. Le négociateur RATP, c'est lui. Bernard Brune, l'ancien conseiller de Pierre Mauroy, nommé par Michel Delbar pour tenter de débloquer le conflit du RER, a passé tout son week-end à écouter les uns et les autres. Les syndicats reçus un par un d'un côté, la direction de la RATP de l'autre. Pourtant, ce soir, aucune issue n'a encore été trouvée. La CGT, qui réclame notamment une hausse de salaire de 1 000 francs par agent, ne veut pas céder sur ses revendications. Et ce que les agents de la RATP attendent, c'est une négociation sur des revendications légitimes et qui vont dans le sens des intérêts des usagers d'Île-de-France. Quand les agents réclament un bon service public, sécuritaire, c'est le sens des intérêts des usagers d'Île-de-France. Quand ils réclament une revalorisation et des effectifs et des qualifications, c'est pour un bon fonctionnement du service public. Quelle que soit l'issue des négociations menées ce soir, de toute manière, la direction de la RATP précise qu'il n'y aura pas de RER demain, ni sur la ligne A, ni sur la ligne B. En remplacement, la RATP a mis en place des lignes d'autobus exceptionnelles qui desserviront chaque gare RER. Enfin, sur le réseau du métro, certaines lignes verront également leur trafic perturbé. Sur 23 ateliers d'entretien des rames de métro, 8 ont en effet rejoint dans le mouvement les ateliers de maintenance du RER. Oui, et ce soir, M. Michel Péricard, qui est député RPR, mais aussi maire de Saint-Germain-en-Laye, dans la banlieue parisienne, donc concerné par le RER,
estime que trop c'est trop. Il s'indigne. Il dit ce mouvement de caractère politique n'a rien de revendicatif. Il s'explique en réalité par le bras de fer auquel se livrent actuellement socialistes et communistes en vue des prochaines élections municipales par CGT, bien sûr, interposées. Voilà donc pour l'avis de M. Péricard. Fer de lance de la grève à la RATP, la CGT est également à la tête du mouvement des mécaniciens au sol d'Air France qui perturbe le trafic de la compagnie française depuis plusieurs semaines maintenant. Un mouvement que le syndicat voudrait étendre à l'ensemble de l'entreprise et des personnels de l'entreprise, donc à partir de samedi prochain. Sans rapport direct, bien entendu, avec ces grèves à Air France, un Airbus de la compagnie Air France qui assurait le vol Athènes-Paris a rebroussé chemin en début d'après-midi aujourd'hui. Un inconnu ayant téléphoné à la tour de contrôle d'Athènes qu'une bombe avait été placée à bord. L'appareil et les bagages des passagers ont été fouillés après que l'avion soit retourné dans la capitale grecque, sans résultat jusqu'à présent. L'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, était ce soir l'invité du club de la presse d'Europe 1. Monsieur Pasqua n'est visiblement pas, lui, saturé d'élections. Il pense déjà, en effet, aux prochaines présidentielles. Pour lui, il n'y a pas de victoire possible pour l'opposition sans primaire au sein de cette opposition désignant un candidat unique. Monsieur Pasqua. Il y a plusieurs formules. La première consiste à demander à nos électeurs de s'inscrire auprès des mairies, et notamment dans toutes celles de l'opposition, de façon à pouvoir participer à une espèce de tournoi qui constituerait la sélection. Alors ça présenterait des inconvénients et un grand avantage. Oui. L'inconvénient, c'est que matériellement, c'est difficile à mettre en route, mais enfin ça, on peut le surmonter. Un avantage énorme, c'est qu'à partir du moment où nous en appelons aux électeurs de l'opposition eux-mêmes, naturellement aux électeurs volontaires, on ne peut pas obliger les électeurs à aller s'inscrire, mais à partir du moment où on en appelle aux électeurs de l'opposition, nous n'avons plus d'inconvénient à ce qu'il y ait 5, 6, 8, 10 candidats. Ça n'a pas d'importance. À la sortie, de toute façon, il en restera un. Oui, on a encore le temps d'en parler. Mis à part l'affaire du veto américain à la venue de Yasser Arafat aux Nations Unies, l'actualité étrangère est dominée ce dimanche par l'ouverture du congrès du FLN à Alger. Après les émeutes du mois dernier, le parti unique algérien doit s'engager dans une politique plus libérale et plus démocratique. Bref, le président Chadli lui demande de mettre un terme à son omniprésence, à son omnipotence dans le pays. Bruno Ledreff. À son arrivée, le président Chadli est longuement et poliment applaudi par les 5000 délégués du FLN, mais l'enthousiasme n'est pas là. Il faut dire que les membres du parti unique algérien ont du vague à l'âme. Depuis un mois et demi, depuis les émeutes réprimées dans le sang, ils font l'objet de nombreuses critiques. Le président lui-même, tout secrétaire général du parti qu'il est, ne les épargne pas. Cet après-midi, il a reproché aux militants d'avoir permis l'entrée d'éléments opportunistes au sein du FLN et il a, à nouveau, plaidé pour une ouverture politique. Autonomie des organisations syndicales, aujourd'hui contrôlées par le parti, liberté des candidatures pour les élections et même, plus tard, si le peuple le souhaite, instauration du multipartisme. Et pourtant, les délégués du FLN voteront les changements réclamés par le président Chadli. Ils les voteront parce qu'ils savent que les Algériens les attendent et sont probablement prêts à les exiger dans la rue s'il le faut. Ouverture politique attendue à Alger donc, mais également c'est aussi important et plus pressé sans doute, changement d'orientation économique. Il s'agit d'abandonner la lourde machine industrielle d'un État socialiste pour redonner vie à l'entreprise privée du type de celle que nous allons visiter maintenant dans la banlieue d'Alger, une société qui fabrique des boutons. Reportage de Bruno Ledreff et Jean Cornu. Ici, c'est l'Algérie qui gagne. Cette fabrique de boutons créée il y a 20 ans emploie 250 personnes, elle exporte, elle fait des bénéfices. Autant dire qu'elle détonne dans un pays où la plus grande partie de l'industrie est aux mains de l'État et où, officiellement, on compte 20% de la population active au chômage. Une sorte de modèle, salaire moyen, 3000 dinars par mois, plus de 2 fois le SMIC. Un exemple de ce que pourrait être la nouvelle politique économique algérienne voulue par le gouvernement de Hasdi Merba. Il ne serait plus honteux d'être productif, efficace, bénéficiaire, d'être patron. La réussite rare de cette entreprise privée s'explique non seulement par la personnalité de son créateur, mais aussi,
et surtout par cet atelier. On y répare les machines qui tombent en panne. Car ici, il est difficile de se procurer des pièces détachées. Il faut les acheter à l'étranger et franchir un nombre indéfini d'obstacles administratifs. Du temps perdu. Il faut un certain temps quand même, que ne serait-ce que transport, pour que cette pièce arrive. Ne serait-ce que, disons, avec toutes les bonnes volontés, elle peut mettre 5 jours, 6 jours. Or, arrêter une machine pendant 4-5 jours veut dire une diminution de production importante. Tout industriel qui veut avancer et être à l'avant-garde, il est nécessaire d'avoir son atelier de réparation. Ce qui entraîne une charge supplémentaire pour les entreprises et donc plus de difficultés pour rester compétitifs sur le marché international. Mais officiellement, il n'existe plus de blocage administratif. Si on accepte de vous en parler, c'est à l'imparfait, comme si désormais tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'était donc des monopoles, des sociétés qui se chargeaient donc d'approvisionner l'appareil de production. Cela donc se faisait d'une façon très administrative, très bureaucratique, où l'aspect économique souvent est perdu. Les blocages existent toujours. Nous avons pu le constater, ici par exemple, en douane, même s'il ne nous a pas été possible d'y filmer. Dans ce bâtiment, nous venons de rencontrer un artisan. Il attend depuis 5 jours qu'on l'autorise à prendre livraison d'une pièce bloquée sous douane. En attendant, son échoppe est fermée. Il ne fait pas de doute qu'au plus haut niveau, une volonté de déblocage existe. Mais ici, règnent les petits chefs et ils ne sont pas prêts à rendre les armes. Déblocages et reblocages à Vienne, en Autriche, où ils sont réunis. Ils, ce sont les ministres du pétrole de l'OPEP qui continuent à s'opposer sur le problème du prix du baril de pétrole qu'ils aimeraient bien voir remonter aux alentours de 18 $. Mais l'Arabie Saoudite veut qu'un prix plancher de 15 $ soit proposé, ce qui fait dire à plusieurs pays, dont l'Iran, que si l'on fixe un prix plancher, il sera pris comme référence pour les pays acheteurs qui n'iront pas au-delà. Le pétrole étant actuellement, il faut le savoir, en excédent sur le marché international. Blocage également dans l'échange des prisonniers entre l'Iran et l'Irak. L'Iran vient d'avertir la Croix-Rouge qu'elle suspendait les rapatriements, accusant l'Irak de ne pas avoir de son côté libéré une 60aine de prisonniers iraniens malades, contrairement aux engagements qui avaient été pris de part et d'autre. L'Organisation mondiale de la santé organise jeudi prochain une journée internationale sur le sida pour provoquer une nouvelle prise de conscience à propos de cette maladie qui reste aujourd'hui mortelle, dans tous les cas ou presque. Pour ne citer que les chiffres concernant la France, les statistiques indiquent que 4000 personnes devraient mourir du sida en 1989 et si rien n'est fait ou trouvé, le chiffre atteindrait 16 000 en 1991. Prenant sa part dans cette information nécessaire du public, eh bien, Antenne 2 diffusera cette semaine toute une série de reportages dans ses différentes éditions. Le premier ce soir sur la communauté homosexuelle en France, première victime du sida, mais aussi première à avoir changé sa manière de vivre. La communauté s'est mobilisée, notamment à travers sa revue, Le Guêpier. Reportage de Daniel Duigou et Gérard Derlet. 1981, pour la première fois, le journal Guêpier parle du sida, pas en couverture mais seulement en page intérieure pour dénoncer ce qu'il croit être une vaste campagne d'intoxication contre les homosexuels qui profitent alors d'une fantastique libération des mœurs. Les journalistes de Guêpier ne croient pas à la maladie et ils accusent la presse de relancer un racisme anti-homo. 1982, changement de ton. Le virus est découvert. La priorité est donnée à l'information médicale sur comment s'attrape la maladie et comment s'en protéger. Depuis, la politique du journal n'a pas changé. Dans chaque numéro, entre les nombreuses photos de garçons, des articles complets sur la réalité de la maladie, au risque de déplaire à certains lecteurs, un risque commercial. Mais je dirais que c'est un risque qui doit être couru parce que moi j'estime qu'on a une responsabilité de santé publique par rapport au sida et qu'on n'a pas le droit de s'en défaire. La cinquantaine de journalistes de Guêpier est en fait très concernée par le sida. La plupart sont homosexuels, plusieurs sont séropositifs ou déjà malades, l'un d'entre eux est mort. Mais tout en rejetant la peur, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités, comme d'ailleurs de nombreuses associations gays qui, en matière de prévention, jouent depuis 6 ans un rôle moteur essentiel dans la société.
Ces résultats sont importants car d'après un dernier sondage, les homosexuels ont réellement changé leur comportement. En 1985, on avait 10% de nos lecteurs qui vivaient en couple. Aujourd'hui, en 1988, ils sont 27% en couple fermé, sans autre partenaire. De même, aujourd'hui, 84% de nos lecteurs ont modifié leurs pratiques sexuelles et 65% utilisent plus ou moins régulièrement des préservatifs. Ce sont des changements considérables. La prévention chez les homosexuels porte ses fruits. Proportionnellement, il y a déjà de moins en moins de malades homosexuels. Et au-delà de ces chiffres, la communauté gay remporte une deuxième victoire. Grâce à son attitude responsable, elle évite sans doute un phénomène de rejet social comme il en existe aux États-Unis. Dans le grand maelstrom de l'économie mondiale actuelle, des affaires internationales, nous voyons chaque jour des entreprises changer de nationalité, des financiers étrangers investir dans l'immobilier ou encore même dans le vignoble. Ce phénomène existe également à un niveau moins important mais bien réel. Depuis longtemps déjà, des Hollandais, des Allemands achètent des résidences secondaires en France, surtout dans le Midi. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui des agriculteurs européens viennent s'installer en France. Jacques Violet, Jean-Louis Bousser. À 50 km de Limoges, devant la porte, des sabots qui ne sont pas d'ici. Les Van Broeken sont hollandais. Ils sont arrivés il y a 4 ans. Aujourd'hui, la grande et tranquille stature de Kos est familière dans la commune. Il est paysan. En Hollande, il avait 10 hectares et 25 vaches. Sa ferme n'était pas rentable, trop cher pour s'agrandir. Il a acheté en Limousin 50 hectares avec un gros quota laitier. Il est venu avec ses vaches, hollandaises elles aussi, inconnues en Limousin. Des laitières exceptionnelles, 7000 litres de lait par vache et par an, les Français n'en reviennent pas. Ici, quand on fait 4000 litres, c'est bien le bout du monde. Les Français ont appris des choses de nous et nous avons appris des choses aussi d'eux parce que la façon de travailler, les terrains sont très différents qu'en Hollande. La façon de travailler, c'est aussi très différent. Donc, aussi bien les Français apprennent des choses de nous, mais nous aussi des choses des Français. Dans le nord du département, à côté de Bellac, c'est une famille anglaise qui a acheté cette ferme et les terres en 86. Julien Burns et les siens sont aujourd'hui parfaitement acceptés, intégrés. J'essaie de m'installer en Angleterre, j'avais pas assez de capital, donc je suis venu en France, c'était moins cher ici. Comment ça se passe avec vos collègues agriculteurs français ici? Ça passe très bien, on travaille ensemble. En plus, je joue au foot pour le village, on s'entend bien. Là encore, cet Anglais est arrivé avec des bêtes inconnues, des moutons Cambridge, une race très prolifique. Chaque brebis donne 2 ou 3 agneaux au lieu d'un pour les races habituelles en France. Tous ces étrangers ne sont pas des gentlemen farmers. Ils arrivent avec une volonté farouche de gagner pour eux, pas pour spéculer. Chez eux, il n'y a plus assez de terre, la plupart d'entre eux sont là pour faire souche. Par exemple, la belle-mère de Buns. Elle viendra également s'installer en France. Comme on avait beaucoup de bâtiments là, ma mère, elle a décidé de venir habiter avec nous. Donc, elle a aménagé cette maison et elle va éventuellement faire des chambres d'hôtes. Le principal artisan de ces installations étrangères est un Hollandais. Il a ouvert un bureau près de Limoges, ratisse les campagnes françaises, écume les études de notaire et conseille les étrangers. Ici, la terre ne manque pas. Chaque année, 400 agriculteurs français mettent la clé sous la porte. Quelle est l'alternative pour la France? Est-ce qu'il faut laisser tomber ces terres en friche et qui deviennent économiquement, sont complètement sorties du circuit économique? Or, si des étrangers reprennent ces terres, font quelque chose là-dessus, amènent leur argent, amènent de nouvelles idées, ça fait autant de l'argent investi dans le paysage rural en France. Là, il y a un Anglais, là. Et puis, un Allemand à combien? À 2 kilomètres, là. Et un autre Allemand à 1 kilomètre. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces étrangers qui viennent? Oh, ben, ils ne me gênent pas. Au contraire, je suis très bien avec eux, mais enfin, je trouve que c'est un peu absurde, quoi. On aimerait que ce soit des Français. Si les Français qui restent, les vieux, sont parfois résignés, en revanche, les organisations agricoles pensent que c'est un bon moyen
d'éviter que certaines régions ne meurent complètement. Et puis l'Europe, c'est pour demain. Actualité et histoire confondues, des cérémonies militaires ont marqué aujourd'hui à Strasbourg le 70e anniversaire du retour à la France de l'Alsace et de la Lorraine, une région qui fut longtemps l'enjeu symbolique des guerres entre la France et l'Allemagne et qui reste aujourd'hui marquée dans ses habitudes et dans ses lois même par ses changements d'appartenance. Reportage de Delphine de la Selle et Jean Corlu. Une femme et ses 2 fils, morts. L'un pour la France, l'autre dans l'armée allemande. Cette statue symbolise plusieurs siècles d'histoire, de larmes, de déchirements. L'Alsace et la Lorraine ont toujours été un enjeu territorial stratégique pour la France et l'Allemagne, parfois même une monnaie d'échange. 1870, traité de Versailles, l'Alsace devient, malgré elle, Reichsland, une province de l'Empire allemand. L'arrivée des troupes françaises après la défaite de l'Allemagne en novembre 1918 met fin à cette situation. Le drapeau tricolore va de nouveau flotter au-dessus des colombages. L'accueil est extraordinaire, l'enthousiasme délirant. L'usage du français était interdit dans la rue. C'est tout juste si on ne l'interdisait pas chez nous, mais ça n'est pas arrivé. Et nous avons considéré comme une délivrance l'arrivée des troupes françaises qui nous permettaient de nouveau de parler français. Il est vrai que le 10 novembre et le 11 novembre, on parlait déjà français dans la rue. À cette époque, 90% de la population alsacienne ne parlait pas français. L'allemand était obligatoire, le dialecte de coutume. L'Alsace a toujours tenu à ses traditions, question d'identité, de survie. L'Empire allemand, puis la République française, a dû en tenir compte. Le fait qu'il y ait eu cette séparation de près d'un demi-siècle entre 1870 et 1918 fait qu'il y a une législation tout à fait différente, c'est-à-dire un apport de l'ancienne législation française d'avant 1870, la législation allemande entre 1970 et 1918, une législation particulière à l'Alsace lorsqu'elle avait un parlement, de sorte que tout là, plus la législation française par la suite, ce qui se superpose et qui donne parfois un maquis procédurier, parfois difficile à démêler. Exemple, le concordat toujours en vigueur. En Alsace, l'État rémunère les prêtres, ou encore les assurances sociales, introduites sous le régime allemand et qui sont nettement plus favorables que dans le reste de la France. Mais ces particularités n'excluent pas un patriotisme exacerbé par l'histoire. La Marseillaise était avant tout le chant de guerre de l'armée du Rhin. Sport maintenant, avant de passer directement à la compétition. Dans le journal de 13h, si vous nous avez suivis, nous vous parlions de la décision que la Fédération européenne de football devait prendre après la réclamation des Suisses de Neuchâtel, éliminés de la Coupe d'Europe des clubs champions, la plus importante, par l'équipe d'Istanbul. Rencontre marquée par des violences de la part des spectateurs turcs. Et bien finalement, Istanbul reste qualifié, le match ne sera pas rejoué, décision de la Fédération européenne de football. Un bravo pour Henri Lecomte, le tennisman français qui nous avait, il faut le dire, beaucoup déçus, notamment aux Jeux Olympiques de Séoul. C'est bien repris au tournoi de Bruxelles qu'il a remporté aujourd'hui face au Suisse Lasek, décrochant du même coup sa qualification pour le tournoi des maîtres à New York. Daniel Cazal. Et maintenant, Henri Lecomte, vainqueur 1988. Joli perdant, Jacob Lasek qui rend hommage à son vainqueur avec le sourire. Il faut dire que cet après-midi à Bruxelles, on a enfin retrouvé le vrai visage d'Henri Lecomte. Bien en jambes, offensif, adroit au filet, avec des volées tranchantes. Pourtant, en face de lui, Jacob Lasek partait favori, fort d'un meilleur classement mondial, mais surtout de ses 2 tournois remportés d'affilée dans les semaines précédentes, Wembley et Johannesburg. Et le fait est que Lasek a poussé Lecomte dans ses derniers retranchements avant de ne concéder les 2 premiers sets qu'au tie-break. Dans la 3e manche, Lecomte réussissait à prendre le service de Lasek et dans la foulée l'emporter 6-4. Les 2 joueurs se retrouveront à partir de mercredi prochain au Masters de New York. Voilà, et tiercé pour terminer, tiercé à Auteuil cet après-midi. Vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Là, pas d'erreur possible, ce sont des chevaux qui ont gagné. C'est même le 7, le 12, le 9. Vous voyez s'inscrire les rapports. 9 741 francs pour ce qui concerne le quartet. Vous rajoutez le 13 et ça rapporte une belle somme, bien rondelette, 73 700
94 francs. Voilà, dernier journal tout à l'heure, c'est Philippe Gassot qui vous le présentera aux alentours de 23h30 avec ce soir un dossier sur les enfants maltraités et victimes de sévices sexuels complétant notre enquête de notre journal de 20h d'hier soir. Premier rendez-vous demain matin avec l'information Télématin, 6h45, qui, à l'occasion de ce lundi, vous tiendra au courant en permanence de l'évolution de la situation dans les transports en commun de la région parisienne en raison de la grève. Et puis à 7h45, eh bien, Jean Caspar, on restera dans le social, nouveau secrétaire général de la CFDT, sera l'invité de Gérard Morin et des 4 vérités. Quant au journal de 20h, demain soir, ici même, vous retrouverez Christine Ockrent. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Bonsoir.